Et action. Allez, ça tourne. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet à propos des API REST et la sécurisation des API REST avec OAuth 2. Donc en première partie, on va présenter vite fait les API REST, de quoi il s'agit. Donc REST, en fait, c'est un standard. C'est un standard de codage, mais pas une architecture en fait. Et un standard qu'on doit suivre par rapport à des règles bien définies. Tout d'abord, REST, c'est en stateless. Stateless, ça veut dire en fait un truc sans session. Et ça aide en fait à résoudre pas mal de problèmes, parmi lesquels il y a le load balancing. Donc voilà, après une API REST, forcément elle est définie par des verbes, les verbes HTTP, qui sont les get, post, put et delete. Donc get juste pour récupérer les données, post pour créer, put pour modifier et delete pour supprimer des données, par exemple dans la base de données. Quoi d'autre en fait? Donc le reste aussi, on doit définir forcément les codes de retour. Donc si on a une API REST, forcément il y a des codes de retour. Par exemple, il y en a 200 pour tout ce qui est retour, 200 tout ce qui est OK. 201 en fait, c'est à poster pour créer un utilisateur. Donc le retour doit forcément avoir un 201. Il y a les 400, c'est connu, le 400 c'est un bed request, c'est un problème en fait de données. Le 401 c'est unauthorized, donc là si tu as une API bien sécurisée, du coup si tu n'as pas l'accès, donc forcément il y a un 401 pour dire tu n'as pas le droit d'avoir les données. Une API REST en fait, le format de retour, il y aura du JSON, il y aura aussi du XML. Donc le client, ça peut être en fait un site internet, une application iPhone, Android, qui va interroger en fait un serveur où il y a des données avec un appel HTTP qui va exécuter une des méthodes HTTP get post put delete, qui va interroger derrière en fait notre serveur soit une base de données, soit des traitements spécifiques, et après qui va être renvoyé vers le client. Là, le problème en fait des API REST par rapport à ça, par exemple, c'est que la sécurité elle est importante. Au premier lieu, là, je vais vous présenter le JWT, donc c'est le JSON Web Token. C'est une manière classique en fait qu'on utilise pour sécuriser notre API. Et elle consiste en fait à créer un jeton qui va être envoyé à l'utilisateur. Et ce jeton-là, il va être utilisé en fait pour identifier un utilisateur qui est connecté ou non. Donc l'idée en fait, vous avez un client browser par exemple, il va exécuter une requête via post, get ou n'importe quelle méthode. Donc là par exemple, on va choisir post pour loguer un user. Il va préciser son username et password, il va interroger le serveur. Une fois il est identifié, un token JWT qui va être créé, il va être renvoyé au browser et après ce token en fait il va être envoyé dans le header, dans le bearer par exemple, ou bien on peut le nommer comme on veut. Là on peut mettre autorisation par exemple. On va mettre notre token, il va être envoyé dans toutes les requêtes sécurisées. Il y a un check qui va être fait côté serveur et si c'est bon, voilà, et le user il peut recevoir en fait sa réponse. Donc le JWT, généralement en fait, il y aura un codage en fait des données en fait d'utilisateurs. Donc par exemple son username avec son rôle par exemple. Et cette génération en fait cette création de JWT elle va être en fait sous forme de signature. Par exemple, on peut utiliser base64 pour l'encodage, ou bien il y en a le SHA-512, il y en a le RSA. Après, ça dépend en fait du type de sécurité qu'on veut implémenter. Et donc, cette méthode, elle est classique. Donc, elle est stateless aussi. Donc, il n'y a pas de session côté serveur. Il faut toujours, en fait, avant d'interroger le serveur, envoyer le token dans le header. Une fois il est identifié, on peut avoir notre réponse. Parmi en fait les points faibles de JWT, c'est que la clé pour générer en fait le token,
elle doit être forcément stockée soit dans un fichier, soit dans la base de données. Après, un hacker, il peut, s'il arrive en fait à avoir cette clé-là, du coup, il peut décrypter notre clé et peut avoir en fait les données pour hacker en fait notre site. Donc, c'est pour ça en fait. Là, notre ami Mamadou, il va vous présenter le OAuth 2. C'est une façon en fait de sécuriser nos applications en fait REST d'une manière plus solide. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi je vais vous présenter c'est quoi OAuth 2. Donc OAuth 2 c'est un framework d'autorisation et qui permet à une application d'avoir accès à un API d'avoir accès à une application en fait. Donc OAuth 2, on a les rôles. Qu'est-ce que les rôles sur OAuth 2? On a le rôle Resource Owner, qui est le détenteur des données. Le détenteur des données, ça peut être nous par exemple. Et il y a le Resource Server, qui est le serveur de ressources. Ça peut être, je sais pas, le serveur de Facebook. Et les clients application, c'est l'application qui demande l'autorisation au serveur. Et l'autorisation, cette application peut être soit le browser ou une application, par exemple, vente privée qui se connecte à Facebook, par exemple. Et on a l'autorisation serveur qui est le serveur d'autorisation. Donc, ce sont les 4 rôles qu'on a sur OAuth 2. Et avant OAuth 2, je vais revenir un peu en arrière parce que avant OAuth 2, il y avait OAuth 1. Et OAuth 1, c'était un protocole qui a été standardisé en 2010. Et en 2012, ils ont mis en place OAuth 2 en fait. C'est quoi la différence entre OAuth 1 et OAuth 2? OAuth 2, il y a la côté sécurité, donc tout ce qui est TLS, donc tout ce qui est HTTPS. C'est ça qui différencie le OAuth 1 du OAuth 2 en fait, pour plus de sécurité. Et voilà pour les rôles. Donc il y a une application qui demande des ressources à un serveur par exemple. Donc l'application lance une demande et il y a le serveur qui lui répond en lui générant un token. Et ce token est réutilisé par l'application et il l'envoie via les headers de son navigateur par exemple. Et à travers ce token, il est servi par le ressource. Si le token, c'est là où j'ai mis jeton, c'est en français en fait. Donc dès qu'il envoie le token, le serveur d'autorisation lui répond en lui donnant ce qu'il veut en fait. Et là on va passer à c'est quoi un token. Donc un token c'est une clé qui est générée, une clé d'autorisation. C'est par exemple à l'accueil ici, avant de rentrer on peut vous donner un badge pour accéder à une entreprise, soit Xteam ou une autre entreprise. Donc ce jeton nous permet de nous identifier auprès des applications. Et ensuite, il y a le token refresh. Parce que le token a une durée de vie. Par défaut, la durée de vie, c'est 1 heure. Voilà, par défaut. Donc, après 1 heure, il y a le token refresh qui nous permet de générer un nouveau token pour ne pas se déconnecter à la session en fait. Et il y a le paramètre scoop. Donc, par exemple, on peut limiter l'accès à l'utilisateur. Par exemple, je peux accéder à l'application, d'accéder par exemple à mes photos, mais pas à mes posts par exemple. Et pour cela, il faut paramétrer les scoops en lui disant,
il a juste accès à mes photos, mais pas au reste en fait. Voilà. Donc après ça, il y a 4 types d'autorisation. Il y a l'autorisation par code, l'autorisation par l'autorisation implicite et l'autorisation via mot de passe. Et il y a autorisation via serveur aussi. Donc pour l'autorisation par code, il y a ce diagramme de classe, donc un diagramme qui nous montre comment on fait la demande. Il y a les clients qui demandent une autorisation par exemple. Dans ce cas, il y a le serveur qui lui demande de s'authentifier. C'est normal, on donne un login mot de passe. Mais là, l'échange se fait à travers des jetons. On n'est pas obligé d'envoyer un mot de passe en fait. Donc là, il y a l'échange des jetons, l'échange du code contre un jeton. Et dès qu'on a le jeton, on l'envoie au serveur qui nous identifie. Dès que l'identification est faite, voilà, on a une réponse, on peut accéder aux données, par exemple les photos sur Facebook. Pareil. Et la deuxième identification, ça sera l'autorisation implicite. L'autorisation implicite, c'est couramment utilisé côté tout ce qu'on fait sur JavaScript en fait. C'est côté client en fait. Donc pour l'autorisation implicite, il y a les clients qui font une demande d'autorisation au détenteur de ressources, c'est la personne. Et si l'autorisation est accordée, il y a une deuxième autorisation qui est faite au niveau du serveur d'autorisation qui nous envoie un jeton. Et toujours la même procédure, dès qu'on a le jeton, on l'envoie au serveur de ressources, là où est stocké toutes nos données, nos photos. Et là, les ressources protégées, il nous affiche les données protégées en fait, via le jeton qu'on lui a envoyé. Et la troisième autorisation via mot de passe. Ça, pour ça, on est obligé d'envoyer le client secret. Donc il y a un secret ID, le client secret, plus un login et un mot de passe. Cette fois, on envoie un mot de passe en fait. Et ça va être, c'est par là, par exemple, la personne s'authentifie avec un login mot de passe en échange d'un jeton. Et dès qu'on a le jeton, on l'envoie au serveur. Et là, il nous procure un jeton d'accès. Si on a le jeton, on l'envoie par header et on a les données aussi. Donc, ce qui les différencie des deux autres, c'est l'authentification avec un login et un mot de passe. Et la dernière, c'est l'autorisation via 2 serveurs. Donc, entre 2 serveurs, il y a les clients qui est détenteur de ressources. Donc, ça va être une application. La demande de jetons se fait via le serveur d'autorisation qui répond par un jeton d'accès. C'est toujours la même procédure. Et puis, il y a le jeton d'accès qui est envoyé au serveur qui nous retourne les données voulues. En fait. Ensuite, en tant que client, l'application name, ouais, après ça, c'est les détails en fait. Donc, ce qui contient notre app, par exemple, le nom de l'application, il y a une redirection qui est faite et il y a les types. C'est la manière de s'authentifier en fait, les données qu'on doit envoyer. Donc, on doit envoyer le nom de l'utilisateur et on doit spécifier l'URL sur lequel on doit faire la redirection. Et quel type d'autorisation on veut prendre. Par exemple, si c'est l'autorisation par serveur ou l'autorisation par mot de passe en fait.
Donc c'est à spécifier ici. Et le JavaScript origine, c'est en option en fait. Donc la réponse du serveur d'authentification, c'est les clients ID dont je vous parlais. Client ID et Secret ID qu'on couple avec un login mot de passe pour accéder aux ressources voulues en fait. Ensuite, le token peut être envoyé de plusieurs façons. On peut l'envoyer via un paramètre de get ou post ou par méthode header. Donc tout à l'heure, je vous parlais par la méthode header. Par exemple, ici, on a le host qui est l'API, exemple.com. Et ça, c'est le token qu'on met dans le header. Donc dans le browser, il y a un header. Quand on le met, on l'envoie. Il y a le serveur qui reconnaîtra automatiquement les jetons qu'il a générés. Donc si les jetons existent, maintenant il peut nous authentifier en fait. Voilà, après ça c'est des exemples. Par exemple, le détenteur de données, ça peut être nous, on compte sur le site Xteam par exemple. Et le serveur de ressources, là où il y a les données, par exemple, ça peut être l'application Baromètre qui va bientôt voir le jour. Par exemple, on a API Baromètre. Et le client, c'est le site Xteam. Et le serveur d'autorisation, on aura un serveur chez Xteam qui nous permet de générer des tokens en fait. Donc le scénario, je peux vous lire, la société pense à mettre à disposition à des applications tierces une application REST exposée tout plein de méthodes pratiques pour récupérer des données de ses collaborateurs, pour éviter de réinventer la roue. Donc pour éviter par exemple à chaque fois de faire une méthode d'authentification, on fait appel à des API. S'il y a un autre projet, on peut donner ça au nouveau projet par exemple. Et dans ce cas, il faut sécuriser l'API qu'on va mettre à disposition pour un nouveau projet. Et là, d'où l'intérêt de maintenir le token d'accès auprès des ressources des serveurs en fait. Voilà. Ah oui. Yalla. En fait, je vois pas beaucoup de différence entre le détenteur de ressources et le client. Et les clients. Ouais, dans pas mal de cas, je vois que ça se ressemble beaucoup en fait. Ah ouais. C'est quoi la différence exactement? Le détenteur de ressources, c'est par exemple tes données sont où par exemple chez Facebook. Et le client, c'est une application à part. Par exemple, tu vas te connecter sur vente privée par exemple. Et ils vont te demander de t'authentifier soit avec ton compte Facebook ou Gmail. Tes données sont déjà chez Facebook ou Gmail. C'est les détenteurs de données en fait. Et le client, ici, c'est vente privée. Je suis clair ou... Oui. Donc il va demander une autorisation en fait. Ouais. Par exemple, l'application elle va demander une autorisation chez Facebook ou bien Gmail. Une autorisation avec un access token en fait, pour demander s'il peut récupérer les données de chez Facebook et après les utiliser en fait chez lui. Donc c'est là en fait où il va demander en fait, il va envoyer une requête, un access token en fait. Non, il va demander en fait une autorisation pour accéder aux données. Il va recevoir en fait l'access token et à partir de là, et dans ce access token en fait il y a le scope. Du coup, qu'est-ce qu'il peut utiliser? Par exemple, seulement la photo plus nom prénom par exemple. Et avec ce scope là, il peut en fait récupérer ce qu'il faut et après l'utiliser dans son appli. C'est ça l'idée. L'exemple des sociétés ou des... d'autorisation entre, par exemple, Facebook et vente privée. Par exemple, moi, je vais me connecter sur Facebook. Oui.
Alors je vais demander un token Oui. de Facebook, c'est ça? Là, Qui va Facebook, qui va fournir le oui, token. il joue le rôle de détenteur de ressources Plus, et serveur d'autorisation. En général, il joue les deux en fait. Ouais. C'est comme chez Autodistribution. Du coup, pour les erreurs, normalement, ça sera le serveur d'autorisation qui va générer l'erreur et la renvoyer vers le client ou comment ça se passe? Les erreurs, c'est... Oui. s'il n'y a pas d'accès en fait. Ah, s'il n'y a pas d'accès, oui, il y a... L'accès, normalement, c'est le serveur d'autorisation où il va communiquer avec le serveur de ressources et lui dire qu'il n'a pas accès et c'est le serveur de ressources qui va renvoyer le message au client. Non, c'est le serveur d'autorisation, il a ses codes de retour en fait. Et bah, Donc s'il y a une erreur, il va te dire, par exemple, une erreur d'accès, ben, il va te dire, tu n'as pas accès. il va me dire que je n'ai pas accès directement au client. Ah non, pas directement au client. Non, Non. dans ce cas, il va l'envoyer au détenteur de ressources. Et c'est au détenteur de ressources qui parse le... Il va reformater. ouais, reformuler la... Voilà. Et après, la envoyer le phrase. code d'erreur en fait. Soit de 403, soit de 401. Après, ça dépend en fait du type d'erreur. Vous avez parlé d'un outil en particulier. Il y a forcément des concurrents sur le marché. Je veux bien également savoir ce qui existe ailleurs sur le marché. Est-ce que c'est un outil qui est totalement innovant? Parce que je pense que... La concurrence en fait, bah, il y en a pas mal d'outils en fait. J'ai déjà présenté les JWT. Ça fait partie des concurrents. Après, ça fait partie de la concurrence, mais après, c'est le même principe, c'est toujours partager un token, en fait, un token d'authentification. Mais là, il n'y a pas le scope, il n'y a pas de gestion de rôle derrière, il n'y a pas de gestion, en fait, d'autorisation d'accès derrière. C'est juste, en fait, s'il est connecté ou pas connecté. Donc, juste une sorte d'authentification. Après, ce qui joue derrière, en fait, c'est la manière de crypter, en fait, les données. Donc là, par exemple, en 2016, le SHA-512, en fait, il a été décrypté. Donc là, il est plus fiable. Et là, il nous conseille, par exemple, aujourd'hui, de passer sur le Bcrypt. Là, on passe sur le Bcrypt 12, qui est plus fiable, et voilà. Donc, chaque année, on ne peut pas savoir, en fait, aujourd'hui, on a commencé, je sais pas moi, par BAS 64, là, c'est le basique, mais après, demain, c'est le SHA-128, 2016, c'était le SHA-512, et là, c'est le Bcrypt. Donc, là, en fait, la sécurité, ça évolue, en fait, au fur et à mesure. Et voilà, et on doit être au courant, en fait, de ces nouveautés, en fait. Donc, le principe derrière, c'est le même, et après, au niveau de la concurrence, c'est la manière de crypter données, c'est là, en fait, que ça joue. C'est plus le process que la manière de crypter. Le process, c'est presque pareil, en fait. Là, tu envoies un login mot de passe, tu récupères un token, tu l'envoies dans le header, tu reçois les données. Donc là, le process, c'est presque pareil. Non, parce qu'avec O2, tu as le refresh token, d'autres trucs, genre le scope et le XS. Voilà, là, ils ont rajouté en fait d'autres trucs. Après, côté O2, en fait, il y a un serveur en fait qui va générer les tokens. Par contre, sur le process qu'ils ont décrit. Voilà, en fait, c'est lui, il va générer. Après, il va stocker ces tokens, soit dans un fichier, soit en base de données. Après, ça dépend de l'architecture derrière et tout. Mais le JWT, c'est juste en fait un cryptage de quelques données d'utilisateurs qui vont être renvoyées direct, avec une expiration, un temps d'expiration en fait. Généralement, c'est 1 heure. Après, ça peut être configurable après. En fait, tout à l'heure, on avait dit qu'un hacker pourrait avoir accès aux fichiers de cryptage. Normalement, c'est pas faisable quand tu mets... J'ai dit sur les headers. Tu mets la chaîne de caractères contenue dans ce fichier comme une variable d'environnement Unix du système que tu veux déployer. Oui, mais pour pirater un PC, c'est jouable aussi. Là, par exemple, si tu oublies de sécuriser en fait ton fichier .htaccess, tu oublies de mettre / environnement, là, tu l'oublies dans le htaccess, bah voilà, il peut y accéder directement. Ouais. Donc là, bah voilà, donc il y a des mesures de sécurité à faire derrière aussi. Après, tu peux pas protéger seulement tes API O2, après tu laisses ton serveur ouvert pour tout le monde. Donc là, En plus, il y a le
hacker qui va se mettre À l'écoute. piquer le token. Le token. Mhm. En fait, il y a, dans le O2, il parle de ça, il y a des techniques de sécurité. C'est comme vous avez dit tout à l'heure qu'il y a le champ XHTTP ou je ne sais pas quoi, Mhm. dans le cross-forgery. Si tu Oui. connais. Oui, c'est le cross-domaine en fait. Oui, Oui, c'est qui... normalement, ce champ-là, il est fait pour remédier à ce problème. oui, mais après, il peut l'utiliser directement sur un browser. Du coup, il peut mettre seulement le header directement, il peut y accéder. Ça dépend après des données qui vont être envoyées dans le header. Oui, il va changer en fait d'origine en fait. Bah, du coup, c'est comme ça, il va être bloqué. Après, ça dépend. Est-ce que derrière, vous avez activé en fait le cross origine à étoile ou bien vous avez spécifié ben, des domaines. Exactement. Donc, c'est, Plus, il après, faut- voilà. Donc, c'est pour ça que Mamadou, il a expliqué qu'il bah, OAuth, ça permet de sécuriser des API, mais derrière, il y a des trucs à faire en fait. Il y a des configs à faire aussi. Et on peut aussi utiliser le HTTPS. Ouais, bah, Pour crypter en fait tout ce qui est envoyé, oui. Il y a beaucoup de mesures de sécurité qu'il faudrait Respecter aussi. ça- Ouais. Et ça prend du temps. Bah non. Non, ça prend sur du temps. OAuth2, on doit utiliser HTTPS en fait. Ouais. Et pour l'autorisation avec mot de passe, avec OAuth2, ben, tu peux faire des appels. Mais avec un logiciel qui s'appelle Wireshark, je crois, ben, tu fais un dump des réseaux. Ouais. Shark, oui. Voilà, ben, tu peux choper le mot de passe. Et tu peux jouer avec. Le mot de passe de quoi exactement? Mot de passe, là, le mot de passe. Lorsqu'on qui- envoie un login mot de passe là, Ah oui, oui. généralement on envoie en clair. Voilà. Si vous n'êtes pas en HTTPS, là il est envoyé en clair. Ouais. Forcément. Et là, tu le chopes. Dans la peut requête tout faire. post, quand tu vas poster un login avec mot de passe. Ah non, en fait, C'est il y en a clair. d'autres techniques pour ne pas envoyer de... c'est pour ça qu'ils ont créé ce O2. Et ils ont proposé d'autres techniques pour ne pas utiliser la technique de mot de passe. Bah voilà, c'est Oui, c'est l'autre il y a méthode. en fait. 4 autorisations. Oui. 4 types d'autorisations. Parmi lesquels il y a l'autorisation avec mot de passe. Ouais. Il y a autorisation avec code. Ça aussi, c'est pas sécurisé. Parce que là, c'est plus facile de choper le token et de faire ce que tu veux. Voilà. Mais avec l'autre, bah, il te faut le token et le mot de passe. Et le secret ID et le client ID. Ouais. Généralement qui sont générés, qui vont être partagés directement pour les clients. Donc qui ne sont pas des données publiques en fait. Voilà. Qui nous empêche de, quand on a le client ID et le secret ID qui sont stockés dans des fichiers JS côté front. Ah non, généralement, Ouais, client c'est ID, pas- API ID, c'est appel serveur-serveur. Ouais. Faut jamais utiliser ça dans des appels client-serveur. Alors là, Ouais. c'est généralement c'est serveur-serveur, c'est là en fait c'est là qu'il va demander en fait l'autorisation pour côté serveur et récupérer les données. Donc généralement les client ID, API ID, c'est utiliser serveur-serveur en fait. Il faut jamais l'utiliser côté client en fait, parce que c'est en clair. Ouais. D'autres questions Montassar? Concernant les procédures de paiement, par exemple, si on a fait un formulaire qui permet le paiement, Ouais. est-ce qu'on utilise le même protocole OAuth2 ou il y en a d'autres frameworks dédiés pour ce genre de procédure? Tu peux répondre? Bah, tu travailles sur le paiement. Ouais, Puis- déjà. Après, ça dépend en fait qu'est-ce que tu vas utiliser en fait comme Paiement par carte bancaire, par exemple. en fait un paiement par carte bancaire. Généralement on utilise des iframes en fait. Du coup on peut pas utiliser un truc qui est chez nous. Donc là généralement les banques ou bien les sociétés de services en fait qui nous autorisent en fait à faire des paiements, ils nous envoient un truc qui est propre chez eux. Donc là il va demander en fait à crypter généralement les données qui vont être envoyées à la banque, ce qui n'est pas partagé en fait par tout le monde. Et après derrière en fait il y a un truc qui rassemble un petit peu à O2. Donc là il va envoyer une demande, une autorisation en fait
il va demander une autorisation pour accéder au service de paiement. C'est là où il va enregistrer ces données, après récupérer avec une redirection. C'est là où Mamadou il a parlé en fait de redirection, en fait. Le retour du serveur d'authentification, ça peut être en fait soit une redirection, soit il renvoie directement les données. Mais généralement les banques, quand on va faire un paiement, quand on va demander une autorisation de paiement, il va renvoyer une redirection vers le serveur qui a demandé en fait le paiement. Et cette redirection, cette URL, elle est définie généralement chez la banque, chez le prestataire en fait qui va servir en fait le paiement. Là, d'un premier coup, exemple, là, quand on fait un paiement en ligne, c'est pas un paiement direct en fait. Généralement, c'est une autorisation de paiement qui va être traitée. Et une fois c'est traité, une fois c'est validé, c'est là en fait le paiement qui va être validé. Il y a un appel serveur-serveur en fait, niveau back en fait, qui n'est pas transparent, pour dire en fait le paiement il est valide et voilà, il y a le paiement qui va être effectué en fait. Voilà, et après, par exemple, là je travaille sur Ogon, exemple, là je donne un exemple vite fait. Ogon par exemple, pour y accéder, pour pouvoir en fait communiquer avec Ogon, il faut avoir un PSP-ID, donc un API key et un mot de passe en fait. Donc là, on revient en fait sur le truc de avoir un API key et une clé en fait API et un mot de passe, plus en fait les données qui vont être envoyées, cryptées bien sûr, pour pouvoir en fait y accéder et avoir les données en fait derrière. C'est-à-dire on n'utilise pas un jeton pour ce genre de... Il n'y a pas de jeton en fait, il n'y a pas d'access token derrière. Non, il n'y a pas de jeton en fait pour l'utilisateur, mais il y a une demande d'autorisation et il y a une redirection derrière niveau serveur en fait. Parce que c'est pas transparent, c'est pas lié au client directement en fait. C'est une autorisation serveur-serveur. C'est-à-dire le process de sécurité géré côté banque, côté service qui est dédié à faire le paiement en fait, à faire le paiement oui. C'est juste en fait il y a une autorisation. C'est client, c'est côté serveur de paiement. Voilà, avec l'appli plus après le client en fait ce qu'il peut voir c'est juste en fait le résultat en fait, si c'est la TPI ou non. Retour. Ouais. On a parlé tout à l'heure des méthodes d'autorisation, Oui. mais là je vais rebondir sur un petit point concernant les types d'attaques, comme l'attaque XSS par exemple. Oui. Par exemple, quelqu'un dans un formulaire, elle peut injecter un script donc malicieux. JavaScript. Hein. Oui. Alors là, on a parlé des tokens, des générations de tokens et tout, mais ça ne va pas en fait remédier au problème de hacking via des injections script. Injection des scripts de JavaScript dans des formulaires. Ouais. C'est-à-dire là, ça va donc nous servir dans le cadre d'autorisation, dans le cadre d'authentification, pardon, mais pas dans le cas d'injection des données. Pour moi, c'est-à-dire quelqu'un qui injecte des données, par exemple un script dans je sais pas, dans un champ name par exemple, peut injecter un script malicieux et faire une attaque, donc et provoquer, je sais pas, des failles machin. Mais là, l'autre l'autre s'occupe seulement de l'authentification. Ouais, que de l'authentification. Voilà. Donc il y a d'autres failles qui peuvent être. Oui, mais après ça, c'est les failles classiques du web, quoi. Ouais. Donc injection JavaScript, bah, si tu n'as pas bien fait, s'il y a des failles dans ton JavaScript, ben là, on peut injecter des choses. Par exemple, si dans ton formulaire, il n'y a pas de, comment on appelle, de tests ou de filtres qui sont faits, ben, ça peut aller même loin. Par exemple, un formulaire qui n'est pas bien fait, bien filtré, juste avec un ls-l, tu peux avoir les informations d'un serveur Linux. On dit que Linux c'est le système d'exploitation le plus sécurisé. Pour moi, c'est juste qu'il est moins attaqué que les autres. Parce que Linux, tu peux mettre un cheval de Troie où tu fais ton script, tu modifies le noyau, tu as accès au noyau. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais Windows, tu ne peux pas faire. Il y a juste des petits programmes que les gens ont fait, que tu exécutes. Mais tu ne peux pas modifier le noyau. Donc,
pour moi, la sécurité du web, il y a les best practices, il faut les respecter. Les frameworks, par exemple, comme Symfony, ils remédient à tous ces problèmes, en fait. On a déjà des formulaires, déjà tout est filtré. Ben, si tu les utilises bien, tu n'as pas des problèmes d'injection SQL ni de XSL. Tu n'auras pas. XSS, ouais. Merci déjà. Alors, au Hot 3, vous pouvez nous en parler? Je sais que ça existe, c'est tout. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Si ça existe, mais je sais que c'est pas encore normalisé en fait. Ah d'accord. Ouais. On travaille dessus en fait. Ouais. On travaille dessus, du coup, ça sera prochainement. Et il y a genre de grosses modifications entre les deux mécanismes, entre le 2 et le 3 Pour l'instant, on ne s'est pas penché sur ça. Mais je sais que ce qui est normalisé, c'est le OO2. Et il y a encore des polémiques dessus, en fait, côté sécurité. Donc, pour moi, OO3, il y a encore du chemin à faire.